Clubic.com présente, en partenariat avec mo5.com, Antiquitech, l'émission qui ravive la mémoire en Technicolor. Bonjour, dans cet épisode, nous allons parler d'ordinateurs portables. Avant 1991, ce que l'on appelait un ordinateur portable était en fait un énorme boîtier carré. En 1991, Apple commercialise le PowerBook, la conception est novatrice, l'appareil est très compact et il s'ouvre intégralement en deux pour laisser apparaître son écran et son clavier, et il dispose également de repose-poignet. Bref, il prend désormais la forme de l'ordinateur portable tel que nous le connaissons aujourd'hui. Que dire du PowerBook? À quoi ressemblait un ordinateur portable avant lui? C'est ce que nous verrons ensemble aujourd'hui avec Paul Rony d'mo5.com. Bonjour Paul Rony. Bonjour Paul. Alors, tu vas nous présenter déjà un ordinateur, ce qu'on appelait un ordinateur portable avant le PowerBook. C'est ça. Ce qu'on appelait le Macintosh portable. Alors ça faisait 7 kg, il y avait une poignée pour le porter, mais c'était plus décoratif qu'autre chose. Et puis surtout, comme tu l'as dit dans l'intro, la conception n'est pas du tout la même. Voilà, donc là on a vraiment un Macintosh en format portable avec un clavier complet, avec un pavé numérique. À la commande, on pouvait choisir d'avoir un trackball ici, qu'on retrouvera dans les PowerBooks. Ou une souris. Ou une souris qu'on a... Donc un peu comme aujourd'hui, comme avec ton iMac, tu peux commander soit le trackpad, soit la souris, clavier étendu. La Magic Mouse. Voilà, on avait un écran qui était plus grand que celui du Mac monobloc de base. Il n'y avait pas d'autres Mac. Il y avait les Mac 2 qui étaient pro, il y avait les Mac monobloc et il y avait le Mac portable qui coûtait 50 000 francs. Un écran en 640 par 400. Rétroéclairé pour ce modèle-là, il y a eu deux modèles, un sans rétroéclairage, un avec, qui est également muni d'un disque dur de 40 mégas, ce qui était pas mal pour l'époque. Un lecteur de disquette. Et donc là, attends, juste 2 secondes, sur la tranche, on voit vraiment le form factor, tu as la charnière au centre de l'appareil. C'est ça, voilà. C'est ce qui est vraiment caractéristique. Et l'électronique ici, à l'arrière en fait. D'accord. Un lecteur 3,5 pouces ici, une énorme batterie nickel-cadmium qui pouvait tenir 12 heures en veille, je crois. Okay. Et puis une armée de ports à l'arrière. Ce qui était déjà pas mal pour l'époque. On retrouve tous les composants d'un Mac de bureau. Donc on a... Voilà, on va pas faire l'inventaire à l'après-vert, mais juste rapidement les principales. Voilà, on a des ports série, un port ADB, un port SCSI, un port pour lecteur de disquette, port DALIM, port jack, enfin tout ce qu'il faut pour bosser réellement. C'est plus un Mac transportable qu'un Mac portable. Mais c'était déjà l'idée de l'ordinateur qu'on pouvait emmener avec soi. Et donc, ce qui a suivi ce Macintosh portable, c'est quoi? Alors attends, on va le mettre en bas là, justement, le Macintosh portable. Et maintenant, donc on passe de ça, ce qu'on vient de voir, à ça. À ça, voilà. Alors, la conception du Mac portable, à l'époque, c'était Jean-Louis Gasset qui était en charge de l'ingénierie des Mac. Il aurait aimé virer l'ingénieur qui s'occupait du Mac portable parce qu'il était nul en miniaturisation et il voulait déjà faire appel à Sony qui participera à la conception des PowerBooks de 1991. Ok. Voilà. Et donc là, tu as le clavier qui est complètement tassé vers l'écran. Voilà, c'est assez novateur pour l'époque puisque ça permet d'avoir en fait des repose-poignets et de ne plus avoir cette espèce de torsion des mains quand on tape. D'accord. Donc là, finalement, on va trouver vraiment le form factor des ordinateurs portables actuels, même si bien sûr, ils se sont bien affinés entre-temps. C'est ça. Et ont monté en puissance comme c'est pas permis. Mais alors, plus ou moins à la même époque, côté PC, qu'est-ce que tu avais? Alors, plus ou moins à la même époque, c'est-à-dire à quelques mois d'intervalle, on retrouve ça chez Commodore. Commodore, donc, qui était encore très vivace à l'époque. Donc on retrouve un peu l'idée, le form factor, enfin la taille du PowerBook, mais toujours avec le paradigme d'utilisation du Mac portable en fait. Donc toujours ce clavier collé à l'avant et pas à l'arrière. D'accord. Pas de trackball intégré, une souris, des ports répartis sur tous les côtés. Voilà, pas spécialement à l'arrière, mais tu en as aussi ailleurs. Voilà, le lecteur de disquette qui était devant, ce qui n'est pas forcément super pratique. Alors que sur le PowerBook, en fait, on rationalise tout. Et donc là, j'insiste sur ce que tu viens de dire, c'est quand tu veux une souris, tu la branches quoi. Exactement. T'as pas le choix, t'as pas de trackball, t'as rien du tout en fait. Il y a eu des systèmes de trackball en fait qu'on venait plugger ici et on avait la balle qui dépassait en fait. Donc quand on fermait l'ordinateur, on se trimballait avec le trackball ouvert. Ok, pas très pratique. Pas super pratique. Ok. Et finalement, le système là comme Apple avec le trackball intégré, les repose-poignets, tu vas voir arriver ça au bout de combien de temps côté PC? Ça va se démocratiser assez vite côté PC aussi. Je dirais que ça c'est octobre, enfin
Ce modèle-là précisément, c'est le même form factor que les tout premiers, mais il date de 92. Les premiers c'est 91, et je dirais que les PC adoptent ce form factor en 92, 93, et que ça termine vraiment fin 93. Quoi. Donc là on voit bien, là, le clavier il est vraiment pas tassé contre l'écran, Voilà. et l'écran il est finalement pas complètement à l'arrière de la machine. Voilà. Si tu refermes, on voit qu'il y a tout de même une bande. un petit bloc, voilà, comme ça. Et donc aussi également une différence d'organisation des composants à l'intérieur de la machine. Voilà. Donc là qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui change en fait côté Apple? Alors, chez Apple, on s'est dit qu'un ordinateur portable se devait de tenir longtemps en mobilité. C'est pour ça qu'on ne retrouvera pas d'écran couleur tout de suite. Donc on met la batterie ici, le disque dur ici, le lecteur de disquette là, et la carte mère ici. En fait, Apple, ils se sont amusés à tasser vraiment. Le trackball, en fait, est juste au-dessus du disque dur et il prend la même place exactement. C'est le summum de la miniaturisation. Enfin, tu pouvais pas faire plus compact pour l'époque. Et c'est assez puissant parce que là, ce modèle-là, on a quand même un 68030 qui était puissant à l'époque, qui cavale pas mal, quoi. Voilà, donc il y a une interface graphique là-dessus et justement, on va la voir dans la seconde partie d'émission tout de suite. Maintenant, on va voir ce qu'on pouvait faire avec cette machine et puis c'est aussi l'occasion de découvrir un petit peu System 7. Alors oui, parce que System 7 donc, avait été optimisé pour les PowerBook avec quelques petits utilitaires, des utilitaires de localisation qui faisaient qu'en fait on pouvait avoir des réglages pour dire j'ai telle imprimante au bureau, telle imprimante à la maison. Et aussi là on voit pour la batterie, régler l'énergie, cacher le niveau de la batterie, et aussi une fonction qu'on retrouvera sur un Mac de bureau plus tard qui permet de mettre le disque dur en fait, de l'arrêter, on l'entend plus. Voilà, on entend que ça s'est complètement arrêté. Là. Voilà, et le but c'était d'avoir un RAM disque avec les programmes qu'on utilise tout le temps et de couper le disque dur pour doubler quasiment l'autonomie du Mac à l'époque. Génial. Voilà. Donc après, dès que je lance un programme comme ClarixWorks, en double-cliquant, il se remet en route. Automatiquement. Automatiquement. Mais après, une fois que je suis dans mon document, je vais te montrer, je peux recouper mon disque dur jusqu'à la sauvegarde. Ok, il le fera pas tout seul, c'est pas dynamique, c'est à toi de gérer ça quoi. Pas encore. Enfin, dans les réglages, dans les préférences énergie, tu peux. Mais voilà, c'était pas automatique. Donc là, on va voir un équivalent de Word, quoi, en fait. Exactement, sauf que c'était un logiciel intégré, donc tu avais traitement de texte, base de données, tableur, dessin vectoriel, mise en page. Donc je fais un document texte. Donc s'ouvre assez rapidement quand même. Ouais, c'est pas trop lent. Tu te retrouves devant l'interface du Mac qui n'a pas encore tellement bougé depuis les premiers Mac de 84. Et là, hop, tu peux retourner dans tes préférences. Et tu coupes ton disque dur, et là tu peux taper ton document sans problème. Et il se remettra en route qu'au moment où tu feras POMES pour sauvegarder, et où là il aura besoin de toucher au système de fichiers. Et alors comment tu fais pour configurer tout ça? Tu peux aller dans les préférences système pour voir? Alors tu avais déjà le menu POM qu'on retrouve aujourd'hui dans macOS 10, tu vas dans le tableau de bord, et dans le tableau de bord tu vois, tu as toute cette liste de choses que tu peux configurer, avec des menus spéciaux pour le PowerBook, donc tu descends à P, par exemple PowerBook Setup, hop, tu lâches ton clic, et tu te retrouves, voilà, ça c'est pour le modem, pour le disque dur, et tu as en fait énormément, à chaque fois que tu installes quelque chose, tu as un panneau de préférence système. Qui vient s'ajouter. Qui vient s'ajouter. Donc là, tu peux remonter, tu as hop, PowerBook. Ça c'était le panneau spécial pour les PowerBook qui arrive. Voilà, ça s'affiche progressivement, hein, forcément. Voilà, donc là tu vois, c'est par exemple pour mettre ton système en veille, mettre ton disque dur en veille au bout d'une certaine période de temps, éteindre ton écran. Et tu avais déjà un slider entre meilleure performance et meilleure autonomie. Voilà. Déjà finalement des choses qu'on va retrouver. Qu'on va retrouver dans macOS 10 qui n'ont pas tant changé. Ok. Alors sinon concernant le système, il y a d'autres choses à dire C'est le système Mac qu'on va connaître jusqu'en 2000 quasiment, hein, sauf qu'il y aura un système 8 puis 9. Donc il n'y a pas de mémoire protégée, il n'y a pas de multitâche, ou très peu, c'est une multitâche coopératif. Mais il y a déjà beaucoup de programmes. Il y a des jeux, il y a... Et au niveau des jeux, tu as des trucs un peu sympas graphiquement, hein, ça donne quoi alors à cette époque? Alors c'est du noir et blanc forcément. C'est du noir et blanc. Voilà. Donc là on se retrouve avec la résolution des premiers Mac. On voit qu'on a gagné quand même sur les côtés et en hauteur. Ok. Et là tu peux lancer une petite partie là pour voir. C'est un jeu à scrolling horizontal, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc on va juste choisir pour jouer. Alors t'as pas de manette quoi, enfin... Non, faut tout faire au clavier. Donc on voit que graphiquement c'était assez fin, mais bon, t'as pas de couleur. Ni de niveau de gris là pour le coup. Hein, non, là c'est vraiment... Mais bon. Voilà, donc là tu as le hall principal et donc chaque porte renferme un niveau. C'est ça, et après tu peux te balader, tu peux te baisser, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu peux sauter, je crois c'est espace. Puis avec la souris ça permettait de tirer, bon là avec le trackball c'est pas forcément évident. C'est ça, ouais, tu vois, on voit qu'il bouge son bras, mais c'est vrai que c'était pas hyper ergonomique. Voilà.
Donc là, je me suis pris un mur. Ok. Mais voilà, ça ressemblait à ça. Donc c'est pas très facile à jouer au clavier. Enfin, graphiquement, c'est déjà plutôt joli, l'animation reste assez correcte quoi, finalement. Ouais. On va passer cette fois à la conclusion, mais avant, Paul, tu voulais nous montrer encore 2-3 petits détails d'ergonomie quoi, sur la bécane. Bah, par exemple, oui, quelque chose qui n'existait pas avant, on a des petits pieds ici qui se relèvent ou qui se ferment. D'accord, alors attends, on va bien montrer comme ça, voilà. Afin de faciliter encore un peu plus l'angle pour taper. Voilà. Donc là, comme ça. Voilà. Et ça permettait d'avoir un angle de clavier encore plus agréable. Et on voit bien qu'on avait donc déjà ces repose-poignets qu'aujourd'hui on a l'habitude d'avoir, mais qui n'étaient pas du tout communs à l'époque. Après, tout ce qui est hardware, on retrouve encore une fois tout ce qu'un Mac de l'époque se doit d'avoir. Donc on a un modem intégré, ce qui n'est pas toujours commun à l'époque, avant ça passait par les ports série. Okay. On a un port SCSI qui nécessite un adaptateur pour être connecté au périphérique, un port ADB pour un clavier, une souris. À côté, tu as de l'HDMI? Non, je plaisante. Et ben ça, c'est une sortie vidéo pour se connecter à un écran externe, puisque les Macs savaient déjà faire du dual screen, en mode bureau étendu. Okay. Des sorties entrée audio, 2 ports série pour un modem, une imprimante, et puis après, touche reset, touche de débugage et la touche power. Okay, voilà. Normalement, il y a une petite trappe. Voilà. Bon, bah maintenant, il est l'heure de conclure. Alors, Paul, selon toi, en quoi cette machine a marqué son temps? Bah, elle a marqué son temps parce qu'elle a apporté une ergonomie qu'aujourd'hui on croit forcément donnée, mais qui n'était pas du tout le cas à l'époque. On avait le clavier qui était là, ce qui faisait qu'on tapait comme ça. Là, on se retrouve avec des vrais repose-poignets. La souris à côté. La souris à côté. Là, on a un trackball intégré qui était aussi bien fait pour les gauchers que pour les droitiers. Il y avait un clic secondaire au cas où on préférait. Enfin, la machine avait été pensée pour tous et elle apportait une réelle autonomie, ce qu'on n'avait pas vu avant sur des PC portables. Tout ce qu'il fallait pour la connecter au monde extérieur. Quand tu avais cette machine, t'étais vraiment... Ouais, alors c'était une machine incroyable, mais c'était une machine incroyable pour l'époque. D'ailleurs, elles se sont extrêmement bien vendues, les PowerBooks se sont très bien vendus, et c'est un nom qui résonnait chez les gens. J'ai un PowerBook, ça voulait tout de suite dire quelque chose. Cher, mais 2 fois moins cher que le Macintosh portable quasiment qu'on a vu juste avant. Donc. Qui était là 2 ans avant, là on est 2 ans après, on a divisé le prix par 2, et on a 4 fois plus de puissance et tout. Et alors, donc cette machine, elle est vraiment très novatrice finalement, mais... c'est sans Steve Jobs cette fois. C'est sans Steve Jobs, il y a John Sculley qui est là et Steve Jobs n'est plus là depuis 85 et il a pas du tout assisté au développement des PowerBooks, ni du Mac portable. Il a vu les prototypes au début et... C'est ça. Il y a eu des prototypes dès 82 mais ils avaient ce form factor avec le clavier devant, puis en 85 ils commencent à réfléchir à d'autres idées et on arrive à ce form factor là en 90-91 quand les PowerBooks sortent, mais Steve Jobs n'était pas là du tout. Ok, form factor qu'on connaît encore à l'heure actuelle, quoi, finalement, même si, bien sûr, ça s'est bien perfectionné entre temps. Bah, écoute, Paul Rony, merci beaucoup donc, pour toutes ces informations et pour avoir ramené également ton propre matériel. On remercie également l'association mo5.com qui nous accueille dans ses locaux au fil de toutes ces émissions. Et on se donne rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle machine qui a marqué son temps. Allez, bye! Having embarked on a new career at the age of 45, Kareem found himself traveling in coach. At least his hands were comfortable. Only PowerBook is designed to fit the way you work. PowerBook from Apple.